On est parti, on va... On va se mettre un peu par là, dans la lumière. Bonsoir et bienvenue à la Maison de la Danse. Merci pour votre présence ce soir pour cette conférence Danse et neurosciences. Donc ce projet, cette conférence s'inscrit dans le cadre d'un projet participatif que l'on mène avec la ferme du Vinatier, l'hôpital de Vinatier. L'hôpital de Vinatier pour des patients et des soignants. Danser. Qu'est-ce que ça fait que danser? Quelles sont les connexions qui se passent quand on danse sur notre système nerveux, sur nos neurones et du coup sur notre comportement? Donc cette conférence se veut pédagogique mais très accessible. Et cet événement est aussi possible grâce au soutien et à la confiance de la Fondation Apicil. Et je vous présente Nathalie Holnet. Merci beaucoup. Deux petits mots sur la Fondation, parce que vous êtes plus venus écouter la conférence sur les neurosciences et la danse que moi. Mais je voulais quand même vous parler un tout petit peu de la Fondation Apicil, qui existe à Lyon, dont le siège social est à Lyon. Notre sujet, c'est la lutte contre la douleur physique et la douleur psychique. Comment on peut accompagner des projets qui sont portés par des soignants. C'est pour ça que le docteur Emmanuel Monneron nous a sollicité et que nous avons décidé de l'accompagner dans ce projet. Et la Fondation accompagne à ce jour plus de 800 projets, donc dans toute la France, dans tous les CHU, la majorité des centres hospitaliers. Et notre sujet pour améliorer la prise en charge de la douleur, c'est de comprendre comment ça fonctionne, la douleur, comment on peut la soulager, et est-ce qu'on peut trouver des solutions différentes et complémentaires à ce qui se fait aujourd'hui. Et donc, on va financer beaucoup de projets de recherche, plus de 50% de nos projets, pour comprendre comment ça fonctionne, la sophrologie, l'hypnose, pourquoi on fait de l'art-thérapie, pourquoi on a besoin d'être accompagné aussi en tant que patient par ses proches, par exemple. Et donc, trouver toutes ces réponses et accompagner les soignants en leur donnant des moyens pour se former à ces nouvelles techniques au sein des hôpitaux. Et puis également, permettre d'expérimenter par la présence de soignants qui ont ces compétences et qui vont accompagner les équipes médicales. On va financer leur salaire, par exemple, pendant 3 ans pour leur donner le temps d'apporter des preuves, de démontrer l'importance de leur présence dans les lieux de soins pour qu'ensuite l'hôpital s'en empare et que les choses perdurent après notre financement. Voilà, c'était juste pour vous dire 2 mots sur la Fondation, donc 800 projets financés et accompagnés au long cours. Et je vous souhaite une très très bonne conférence, je pense que ça va être passionnant. Bonne soirée. Donc cette conférence est animée par le médecin psychiatre Emmanuel Monneron et il est aussi danseur. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux. Voilà, on a lancé la communication très récemment, donc je vois que ça a eu un écho important, je m'en réjouis. Je voulais évidemment remercier la Maison de la Danse de Lyon et puis tous les partenaires du projet Tous ces autres en soi qui ont participé à l'organisation de tout ça et puis à cette conférence qui s'appelle donc Danse et neurosciences. Alors en préambule, je voulais vous dire que Danse et neurosciences, c'est un sujet extrêmement large. On pourrait dire énormément de choses sur ce sujet. On a 1 heure et puis l'idée c'était de pouvoir un petit peu circonscrire ce sujet et faire le lien avec le projet Tous ces autres en soi. Donc ce que j'ai choisi, c'est de vous présenter un certain nombre d'informations. Vous verrez, il y a des choses assez basiques, probablement que vous savez déjà. Et puis de construire progressivement l'ensemble de la conférence pour arriver à des choses plus techniques qui concernent le projet Mouvement de Passage, qui est un projet qui a été mis en place par Ariane Boulet. Ariane Boulet, c'est la chorégraphe qui travaille avec nous sur le projet Tous ces autres en soi et qui a travaillé en CHSLD. Les CHSLD, c'est l'équivalent de nos EHPAD en France. Elle a travaillé avec des personnes âgées et avec une chercheuse qui s'appelle Stéphanie Blin-Moraes et qui est passée par l'étude de certains marqueurs neurophysiologiques pour comprendre ce qui se passait au cours de ces ateliers pour les artistes et pour les personnes âgées en général atteintes de démence qui participaient à ces ateliers. Donc voilà, l'idée c'est de suivre une progression pour qu'on puisse arriver à la présentation de ces 2 études
qui sont un peu techniques et que vous ayez tous les éléments pour bien comprendre toutes les données qui ont été présentées dans ces travaux. Voilà, donc ça c'est le plan que je vais suivre. Je vais vous faire quelques petits rappels sur le système nerveux autonome, des choses voilà, assez simples pour qu'on ait bien en tête comment ça s'organise, des éléments d'anatomie, d'organisation, de fonctionnement. On verra que le système nerveux, on peut le diviser en plusieurs parties, d'un point de vue anatomique, mais aussi d'un point de vue fonctionnel, en fonction de à quoi il sert, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il régule et comment il impacte nos mouvements, notre fonctionnement, etc. On parlera du système nerveux somatique, qui est celui qu'on connaît peut-être le mieux, qui contrôle nos mouvements volontaires, et on parlera du système nerveux autonome, qui est celui qui contrôle tout ce qui est automatique dans le corps, toutes les fonctions viscérales, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, etc. On verra que ce système nerveux autonome, il est divisé en 2 contingents, je vous expliquerai tout ça. Et ensuite, je vous expliquerai comment on peut étudier le fonctionnement de ce système nerveux autonome, quel type de mesures on peut faire, comment on peut les analyser, comment on peut les comprendre. On parlera un petit peu de la régulation du système nerveux autonome, qu'est-ce qu'on a comme moyen pour agir sur ce fonctionnement et quels bénéfices ça peut avoir sur la santé. On parlera à ce moment-là un petit peu de la pratique de la danse. Et puis, on arrivera dans la 3e partie de la conférence qui est vraiment le projet Mouvement de Passage et le travail qui a été fait au Canada, dans la région du Québec, avec Ariane Boulet et Stéphanie Blain-Moraes. Et puis, je conclurai un petit peu, j'essaierai de vous donner l'ensemble de ces informations pour que vous n'oubliez rien en rentrant chez vous. Voilà. Donc, le système nerveux, il a beaucoup de fonctions. C'est un système qui va gérer toutes les informations sensorielles, tout ce qu'on va percevoir du monde, de notre environnement. Et l'une de ses fonctions principales, et c'est ce qu'on appelle le fonctionnement cognitif, c'est la capacité à percevoir l'environnement, à s'y adapter et à y répondre, à interagir avec l'environnement. C'est ce qu'on fait tout le temps. Donc il va gérer les informations sensorielles, ce qu'on perçoit. Il va coordonner les mouvements musculaires, les réponses motrices qu'on va apporter dans certaines situations, mais il va aussi réguler les fonctions de nos organes, la digestion, la fréquence cardiaque, la contraction des pupilles en fonction de la lumière, toutes ces choses-là qu'on ne contrôle pas, mais qui sont régulées par le système nerveux autonome. Et il va aussi être le siège de nos émotions et des fonctions intellectuelles. Voilà, donc actuellement, en vous parlant, mon système nerveux autonome active mon système du stress et en même temps, il me permet de vous parler et d'organiser tout ce que je dis et puis de faire des choses avec mon corps qui sont pour l'instant inutiles, mais bon, il les fait quand même. Au niveau anatomique, ce système nerveux autonome, ce système nerveux, autonome c'est après, il est divisé en 2 parties. Le système nerveux central, c'est les structures qui vont intégrer les informations et qui vont pouvoir apporter des réponses. Le cerveau et la moelle épinière. La moelle épinière, c'est cette structure qui est dans la colonne vertébrale. Et à partir de ce système nerveux central vont partir plein de connexions jusque dans la périphérie du corps, le bout de nos doigts, le bout de nos orteils. Et ces liaisons vont permettre d'amener l'information et ensuite de transmettre la réponse jusque, effectivement, dans toutes les parties de notre corps. Ça, c'est l'organisation anatomique. Comme je vous l'ai expliqué, au niveau fonctionnel, on peut aussi faire des distinctions. Le système somatique, c'est celui qui va traiter les informations visuelles, les informations proprioceptives, du toucher, les informations olfactives, tout ce qui est sensoriel, qui va traiter ces informations et permettre de donner une réponse motrice. Donc, c'est nos mouvements volontaires. À chaque fois qu'on va décider de faire une action, on va utiliser cette partie-là du système nerveux autonome. Et puis il y a une autre partie du système nerveux, c'est le système végétatif qui régule en fait tout ce qu'on ne contrôle pas volontairement. Par exemple, là, assis sur vos fauteuils, vous ne pouvez pas décider sans rien faire d'accélérer votre fréquence cardiaque, de vasodilater vos artères ou de contracter vos pupilles. C'est quelque chose qui se régule automatiquement et on va voir comment à travers des boucles de rétrocontrôle. Donc, le système nerveux somatique, sur la diapositive suivante, c'est celui qui, effectivement, comme je vous l'ai expliqué, intègre les informations, les traite et apporte une réponse. Donc là, c'est assez schématique, mais c'est un exemple qui est assez simple et clair. Si on voit un verre d'eau sur une table, alors là, toutes les tables sont... Il n'y a pas de verre d'eau, mais globalement, on va percevoir le verre d'eau. Donc visuellement, on va le voir, et on va aussi être en capacité d'évaluer la distance entre notre corps et le verre d'eau. On va aussi être en capacité d'évaluer la position de notre corps par toutes les informations proprioceptives. Là, si vous fermez tous les yeux, vous savez où est votre main, où est votre pied, où est votre tête. Et toutes ces informations vont remonter au système nerveux central, être intégrées,
et il va y avoir la possibilité de déclencher une réponse motrice. Par exemple, prendre le verre d'eau et boire le verre d'eau. Si on n'a pas toutes les informations de distance, d'anticipation du poids du verre, de la position de sa tête, de la position de sa main, évidemment, tout ça peut se passer de façon un peu compliquée. On va évidemment décider de déclencher cette réponse motrice, c'est-à-dire que ça ne se fait pas automatiquement, on ne voit pas un verre d'eau et puis on l'attrape et on le boit. Donc c'est aussi soumis au fonctionnement du cortex frontal qui va permettre d'activer cette réponse motrice. Une fois qu'on va faire ça, le système nerveux va envoyer des informations neuronales, nerveuses à nos muscles et va permettre les contractions de certains muscles, la décontraction des muscles antagonistes et donc saisir le verre, boire le verre d'eau. Tout ça, j'ai bien conscience que peut-être ce sont des rappels, mais c'était important pour la distinction avec la suite. La suite, c'est donc le système nerveux autonome. Et là, vous allez voir que ça se complique un petit peu. C'est-à-dire que, d'abord, il y a énormément de fonctions. Ensuite, c'est involontaire. Ensuite, c'est influencé par plein de facteurs de l'environnement, mais aussi par plein de facteurs émotionnels et par l'activité physique. Donc voilà, il y a une petite liste sur cette diapositive, mais globalement, ce système nerveux autonome, il va contrôler un autre type de musculature, c'est ce qu'on appelle la musculature lisse. Ces muscles lisses, ils sont présents dans les parois du système digestif, dans les parois des bronches, dans les parois des artères, et cette musculature, elle va se contracter ou se décontracter en fonction de plein d'informations. On a dans notre corps plein de petits récepteurs, des barorécepteurs qui vont pouvoir mesurer la pression et des tensorécepteurs qui vont pouvoir mesurer l'extension de certaines fibres élastiques dans différents organes. Et c'est ces récepteurs qui, par l'intégration des informations, vont permettre des boucles de rétrocontrôle et la régulation de toutes ces fonctions. Le système nerveux autonome, il va aussi être responsable de la régulation de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, de la transpiration. Et je vous ai déjà expliqué ces histoires de boucles de rétrocontrôle, mais ça sera important pour la suite, et notamment par rapport à notre capacité à réguler certaines choses, par rapport aux actions volontaires qu'on peut faire. Il y a deux contingents dans ce système nerveux autonome. Alors là, on le voit très bien sur la diapositive. Le contingent sympathique ou orthosympathique, c'est tout le système du stress, tout le système de l'activité physique. Si on se met en action, si on se met à courir, si on a un niveau d'effort qui augmente, on active cette partie-là du système nerveux autonome par la médiation d'un neurotransmetteur qui s'appelle l'adrénaline et la noradrénaline. Et on voit que cette activation, elle va nous préparer à l'effort. Donc elle va augmenter la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, elle va inhiber la digestion, etc., etc. Vous voyez que la liste est longue. Et à l'inverse, lorsqu'on est dans un état de repos, de relaxation, c'est le système parasympathique qui va être activé et qui va faire un petit peu l'inverse, c'est-à-dire abaisser la fréquence cardiaque, abaisser la fréquence respiratoire, permettre la digestion, stocker le glucose, etc., etc. Donc on a vraiment ces deux contingents qui sont en permanence en équilibre et qui vont être activés de façon différente à chaque instant en fonction des circonstances, de nos émotions, de l'environnement, des stimuli divers et variés qu'on rencontre dans l'environnement. Alors, je vais vous parler un petit peu d'exploration du système nerveux autonome. Une fois qu'on a dit tout ça, comment on peut savoir comment ça s'équilibre à chaque instant? Qu'est-ce qu'on peut mesurer pour comprendre finalement qu'est-ce qui est activé, à quel moment, et est-ce qu'on peut en avoir une représentation un peu chiffrée et un peu claire? Alors, je vais vous présenter deux facteurs. Il y en a plus que ça, mais ceux-là sont intéressants parce que vous verrez qu'ils reviendront plus tard dans la conférence, notamment dans les travaux de Stéphanie Blin-Moraes. Le premier facteur que je voulais vous présenter, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc, comme je l'ai précisé, le système nerveux autonome régule la fréquence cardiaque. Elle change au cours du temps, encore une fois, en fonction des circonstances. Donc, la variabilité, ce n'est pas la fréquence cardiaque en elle-même, ce n'est pas la vitesse à laquelle le cœur bat, c'est les variations au cours du temps, puisque ça change en permanence. Et en fonction du degré d'activation ortho ou parasympathique, les choses ne se font pas de la même façon. La variabilité de la fréquence cardiaque, elle est plus importante quand le cœur bat lentement. Alors, intuitivement, c'est assez facile à comprendre. Plus il y a d'intervalles entre deux battements cardiaques, plus le temps est long et plus effectivement ce temps peut varier. Et plus le cœur bat vite, par exemple quand on est en train de faire une activité physique et que ça bat très vite, plus ce temps est restreint et donc moins il y a de possibilités de variation entre deux battements cardiaques. Donc, on comprend assez simplement que l'activité orthosympathique, activation du système du stress, va avoir tendance à
il y a une erreur là. Diminuer la fréquence cardiaque, augmenter la fréquence cardiaque et diminuer la variabilité, il n'y a pas d'erreur. Et l'activation parasympathique va avoir tendance à diminuer la fréquence cardiaque et augmenter la variabilité de la fréquence cardiaque. Oui, c'est ça. Donc on voit sur le schéma juste en dessous, alors c'est un peu schématique, hein, il y a la version happy, donc la version détendue, tranquille, et on a cette variabilité de la fréquence cardiaque qui est plutôt importante, avec des variations régulières, ça ressemble un peu à une sinusoïde, et ces variations, elles sont liées à la respiration. Quand on respire, il va y avoir ces tensorécepteurs, ces récepteurs qui perçoivent l'étirement de certaines fibres qui vont être activés. Et donc, ça va faire varier la fréquence cardiaque. Si vous faites le test maintenant, vous allez voir que si vous prenez une grande inspiration et que vous expirez profondément, ça va faire bouger la fréquence cardiaque. Donc, c'est pour ça que quand on est dans cet état de relâchement, le système parasympathique va faire varier la fréquence cardiaque de façon régulière. En revanche, dans un état de stress, on va avoir globalement une diminution de cette variabilité et puis une variation qui va être beaucoup plus chaotique dans le temps. C'est le schéma qui est juste en dessous. Maintenant, je vais vous présenter un autre facteur d'exploration du système nerveux autonome, c'est la conductance cutanée. La conductance cutanée, c'est lié à l'activité électrique qui est enregistrée à la surface de la peau. Cette activité électrique, évidemment, la transmission de l'électricité, ça passe par la sudation, la transpiration, c'est ça qui va transmettre l'électricité à la surface de la peau, et donc c'est le reflet de l'activité des glandes sudoripares. Vous vous rappelez, dans la diapo précédente, le système nerveux autonome contrôle les phénomènes de sudation. Donc on a la possibilité, comme vous voyez sur cette petite photo où on voit le dispositif qui enregistre, on a la possibilité d'enregistrer au cours du temps les variations de cette conductance cutanée qui sont le reflet de l'activité des glandes sudoripares et de la sudation. Là aussi, de façon assez intuitive, l'activité parasympathique, donc relâchement, repos, va plutôt faire baisser la conductance cutanée avec une diminution de la sudation, et inversement, dans un état de stress, il va y avoir une réaugmentation de la conductance cutanée. C'est ce qu'on voit sur le schéma avec les petites courbes. État de relâchement, la conductance cutanée diminue, on le verra sur d'autres courbes plus tard, et puis stress, la conductance cutanée augmente, et le système orthosympathique est activé.
Je poursuis. Donc, on a parlé système nerveux autonome, fonction du système nerveux autonome, étude et analyse du système nerveux autonome, de son activité ortho- et parasympathique. Je fais des petits rappels au cas où ça vous aurait un peu distrait. L'idée, donc, c'est de parler de la question de la régulation du système nerveux autonome. Et je vous ai dit en début de conférence que ce système nerveux autonome, il était automatique et que donc on ne pouvait pas forcément le contrôler. C'est pas complètement vrai. Parce que, comme vous l'aurez compris, son activité, elle est liée à un certain nombre de facteurs, à un certain nombre d'éléments de l'environnement, et on a quand même une capacité parfois à jouer sur son environnement, sur la régulation de nos émotions, de notre stress, et on va voir un petit peu comment. Alors, il y a plusieurs façons de réguler l'activité du système nerveux autonome, et vous allez voir que l'enjeu, c'est de réussir à équilibrer l'activité de ces deux contingents, ortho et parasympathique. Il y a des techniques de régulation immédiate. Et là, je vais vous parler d'une technique qui s'appelle la cohérence cardiaque. Peut-être certains en ont déjà entendu parler, puisque c'est quelque chose dont on entend pas mal parler, avec des applications sur smartphone, etc., qui permettent d'avoir une influence sur notre activité autonome. C'est en lien avec le graphique qu'on a vu un petit peu plus tôt, et avec ces variations de la variabilité de la fréquence cardiaque. Quand on respire, il va y avoir un impact sur la fréquence cardiaque et notre activité autonome. Donc on peut volontairement, parce qu'on a des muscles squelettiques contrôlés par notre système nerveux somatique, on peut volontairement réguler notre respiration, contrôler sa vitesse, et des chercheurs ont montré que lorsqu'on adapte le rythme respiratoire, par exemple en respirant 6 respirations par minute de façon régulière, on va pouvoir grâce aux boucles de rétrocontrôle automatique, les baros et les tensorécepteurs dont j'ai déjà parlé, augmenter et réguler la variabilité de la fréquence cardiaque et donc activer la partie parasympathique de notre système nerveux autonome. Il y a d'autres façons de réguler le système nerveux autonome, toujours de façon immédiate, c'est d'agir sur les facteurs qui peuvent activer le système orthosympathique. Donc, comme on en a parlé, le fait d'être stressé, le fait de ressentir des émotions qui nous submergent, c'est quelque chose qui va activer le système du stress, le système orthosympathique, et donc faire diminuer l'activité parasympathique et déséquilibrer les choses. On a la possibilité de réguler ces émotions, son stress, par l'intermédiaire d'un certain nombre de pratiques, la méditation, la sophrologie. Je repense à l'intervention de Nathalie Holnet en début de conférence. Et souvent, ça passe par la capacité à porter son attention volontairement sur l'ici et le maintenant pour diminuer les phénomènes liés à l'anxiété anticipatoire. En général, le stress vient de quelque chose qu'on anticipe, quelque chose qu'on redoute, qu'on projette. Et si on arrive à revenir à ce qui se passe maintenant, on arrive à réguler un petit peu mieux le degré de stress. Donc, ces pratiques, yoga, méditation, sophrologie, etc., sont des techniques qui permettent de réguler de façon immédiate l'activité du système nerveux autonome. Et puis, il y a la régulation qu'on peut mettre en œuvre à moyen et à long terme. Et ça passe par l'activité physique, le sport. Alors c'est un peu contre-intuitif, mais je vais expliquer la chose. Quand on fait une activité physique, on va, dans l'instant, activer le système orthosympathique, évidemment. Activer la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, augmenter la pression artérielle, etc., etc. Mais ce qui se passe, c'est qu'au cours de l'entraînement, on va modifier un petit peu nos capacités physiologiques et notamment nos capacités cardiaques et tensionnelles, puisque l'entraînement va augmenter la capacité cardiaque, améliorer l'action du cœur quand il s'agit
d'expulser le sang à l'intérieur du corps, et donc diminuer la nécessité d'avoir une fréquence cardiaque élevée. Et ça, c'est peut-être aussi une chose que vous savez, les sportifs ont en général une fréquence cardiaque plus basse que les personnes qui sont plus sédentaires. Donc, effectivement, ponctuellement, au moment de l'activité physique, il va y avoir une activation orthosympathique. Mais à terme, donc à moyen et à long terme, il va y avoir augmentation de la capacité cardiaque, diminution de la fréquence cardiaque, augmentation de la variabilité et donc de l'activité parasympathique à long terme. Ça fait beaucoup ortho et parasympathique, mais comme ça, vous êtes de plus en plus à l'aise avec ces notions. Et vous allez voir le lien assez facilement. Qu'en est-il quand on danse? Eh bien, quand on danse, on réunit une grande partie de ces facteurs, à la fois les facteurs immédiats et puis les facteurs à moyen et à long terme. Donc, je pense que tout le monde sait que le fait de danser est quelque chose qui active le niveau d'effort, qui est considéré comme une activité physique. Vous l'avez peut-être vu précédemment, avant que je reprenne la parole. Et quand on danse, il y a aussi beaucoup de phénomènes de lien à soi, de lien aux autres, de lien à l'espace, une perception de l'ici et du maintenant, notamment dans les phénomènes d'improvisation, où on va vraiment volontairement diriger son attention sur la perception de soi, pour pouvoir effectivement danser et laisser le mouvement émerger dans cette recherche chorégraphique que mènent un certain nombre de chorégraphes, notamment contemporains. Je vous ai mis 2 petites images, et il y en a notamment une d'un spectacle qui sera à la Maison de la Danse l'année prochaine, que j'aime bien. Et puis, l'autre image, c'est toutes les approches de contact-improvisation, où là, vraiment, il y a vraiment une nécessité d'être très en lien avec l'ici et le maintenant, parce que, comme vous voyez, ça peut devenir assez acrobatique. Et que si on n'est pas très à l'écoute de ce qui est en train de se passer à chaque instant, les choses peuvent devenir un peu compliquées. Alors, tout ça, je veux bien qu'on revienne sur la diapositive précédente. Tout ça, c'est ce que je dis, mais ce n'est pas uniquement ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y a aussi des études qui ont montré que la danse permettait de réguler le système nerveux autonome. J'en ai cité qu'une seule, mais il y en a plein. Donc je vous ai mis la référence en bas, s'il y en a qui veulent lire l'article en entier. Et c'est l'équipe de Da Silva en 2015 qui a démontré que 17 semaines de cours de danse classique, bon, c'est de la danse classique, mais il y a plein d'autres approches, améliorent l'activité parasympathique du système nerveux autonome chez 24 jeunes femmes âgées de 12 à 15 ans. Encore une fois, c'est un exemple d'étude. Si vous voulez aller fouiller dans la bibliographie, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut lire. Donc, une fois qu'on a parlé régulation du système nerveux autonome, on peut se poser la question de est-ce que ça a un intérêt, est-ce que ça peut apporter des bénéfices. Ça aussi, intuitivement, je pense qu'on est en 2022 assez conscient que le stress, c'est plutôt quelque chose qui a un impact négatif sur la santé. Mais c'est intéressant d'aller l'étudier de façon plus précise, encore une fois, avec ces mesures qui correspondent au système nerveux autonome et à son activité. Et ce qui a été montré dans la littérature scientifique, c'est que le déséquilibre d'activité du SNA entre contingent ortho et parasympathique, c'est associé au risque de, et là la liste est longue, obésité, diabète de type 2, troubles de déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité, anxiété, dépression, vieillissement prématuré, troubles du sommeil, hypercholestérolémie, douleur chronique, à nouveau petit clin d'œil à la Fondation Apicil sur la lutte contre la douleur, le trouble fonctionnel intestinal et la diminution de l'espérance de vie. Là aussi, je vous ai mis juste 2 références bibliographiques, mais c'est pareil, la littérature est assez riche sur le sujet. Donc, finalement, avoir des approches qui permettent de réguler l'activité du système nerveux autonome, c'est intéressant pour la santé, et donc, danser est bon pour la santé. See end of days, I've been hanging on my phone all day, and the feeling
can give it away every day. I can fly and spend all my seconds like they're my last. It's not the past that scares me. Now what a great future this is gonna be. Donc on entre dans la troisième et dernière partie de cette conférence. J'espère qu'après ça, votre système parasympathique est activé. Et je vous propose qu'on parle du travail d'Ariane Boulet, que vous avez donc vu danser 2 fois depuis le début de cette conférence, du travail qu'elle a mené donc dans les CHSLD, centres d'hébergement et de soins de longue durée, dans la région du Québec, au Canada. Donc le projet d'Ariane, il a débuté en 2014 avec cette idée de se rendre auprès de personnes âgées, en perte d'autonomie, pour certaines atteintes de démence. Et elle a réfléchi à comment la danse, comment la musique pouvait être un moyen de se relier, de rentrer en relation avec des personnes sur un mode infraverbal. C'est
l'expression consacrée, puisque certaines de ces personnes n'avaient plus forcément accès à la parole, plus forcément accès à la mémoire, et que ça devenait donc très difficile d'utiliser ce mode de rencontre. Donc à partir de 2014, elle a mis en place ce qu'elle appelle des visites dansées dans ces établissements, avec des musiciens et des danseurs de sa compagnie avec lesquels elle travaille depuis longtemps. Et l'idée, c'était simplement de proposer une déambulation improvisée directement dans le milieu de vie des résidents, dans les établissements, avec cette idée que dans l'improvisation, il y avait cette possibilité d'être en connexion directe dans l'ici et le maintenant avec les personnes, et donc de laisser la danse et la musique être inspirées par les lieux, par les résidents, par leurs réactions, leur créativité propre, afin en permanence de créer ce lien unique et éphémère lors de chaque visite. Ce projet, il continue actuellement au Canada. Ariane, elle transmet son mode de travail à d'autres danseurs. Et dans le cadre du projet Tous ces autres en soi, elle a également travaillé avec des étudiants musiciens et danseurs à Lyon, avec lesquels, je ne sais plus si ça s'est déjà produit ou si ça va se produire, mais avec lesquels elle va aller danser dans les EHPAD partenaires de la Maison de la Danse, de façon à transmettre aussi cette expertise et cette façon qu'elle a de proposer ce travail. Et puis, il y a une histoire un peu merveilleuse et inattendue qui s'est produite, c'est que Ariane a rencontré Stéphanie Blin-Moraes, qui est professeure assistante en ingénierie biomédicale et sciences de la rééducation à l'Université McGill au Canada. Et Stéphanie a dit « Ce que tu fais m'intéresse avec ces personnes et j'aimerais, si tu en es d'accord, étudier ce qui se passe quand tu fais ces visites dansées en CHSLD. » Et c'est ce qui s'est passé et c'est un petit peu ce que je vais vous présenter par la suite. Il y a une autre chose qui s'est passée, c'est que Ariane, suite à toutes ces années de travail en CHSLD, elle a créé un spectacle qui a été présenté pour la première fois en mai 2022, donc on est en juin encore, donc il y a un mois, à Montréal. Et c'est un spectacle qui s'appelle Les Jeux du Crépuscule. Et autour des représentations, elle a proposé aux spectateurs de se livrer à quelques expériences dont je vais vous parler. Ça, c'est un petit film qui montre le travail d'Ariane et de sa compagnie en CHSLD. Je vous laisse regarder et je reviens.
c'est Oh, bateau! un bateau. Hihi. D for Texas, D for Tennessee. Voilà, donc c'était pour pouvoir vous donner un petit peu une idée du travail qui a été mené dans ces établissements, pour bien comprendre après la suite du travail qui a été mené donc par Stéphanie Blamoraes, qu'on voit à l'écran, et qui dirige le laboratoire Biosignal Interaction and Personhood Technology, qui est un laboratoire qui utilise l'analyse des signaux physiologiques assistés par ordinateur pour répondre aux besoins des personnes non communicantes et de leurs soignants. Et ces signaux physiologiques, c'est ce dont on a parlé depuis le début de la conférence. C'est pour ça que c'était important de pouvoir introduire toutes ces notions pour pouvoir mieux comprendre ce travail. Les deux objectifs principaux du travail de ce laboratoire, c'est mieux comprendre les bases neurophysiologiques de la conscience humaine et des interactions et utiliser ces connaissances pour développer des technologies qui permettent d'améliorer la qualité de vie des personnes non communicantes et de leurs soignants. Donc le travail qu'a mené Stéphanie et son équipe, c'est essayer de comprendre au cours de ces visites dansées quel type de présence à l'autre pouvait être mesuré par toutes ces données et qu'est-ce qu'on pouvait en comprendre finalement. Et vous allez voir que c'est assez édifiant. Alors, il y a deux études qui ont été publiées par rapport au projet Mouvement de passage. Donc je vais vous présenter les deux. La première, c'est celle-là. Vous avez en bas à nouveau la référence bibliographique. Et ce premier travail préliminaire, il a consisté à analyser les interactions entre les participants de ces ateliers. Cette analyse, elle a été faite sur des vidéos. Ces vidéos, elles ont été analysées par des outils informatiques qui ont mesuré les directions des mouvements, les distances, etc. Et a été associée à cette analyse des observations ethnographiques, donc par un ethnographe, qui a observé les ateliers et les vidéos et qui les a décrits, mais plutôt d'un point de vue sociologique. L'idée, c'était de croiser toutes ces données. Il y a également eu des interviews des participants aux ateliers pour savoir un petit peu ce qu'eux pouvaient en dire. Donc, sur la droite de la diapositive, on voit un extrait de l'article, parce que dans l'article ont été décrites différentes modalités d'interaction entre les participants des groupes. Donc, des interactions réciproques, ça veut dire que les deux personnes qui sont impliquées sont toutes les deux impliquées dans le moment de relation. Des interactions non réciproques, donc là c'est quand une personne va interagir avec une autre personne qui ne participe pas nécessairement. La différence évidemment, c'est par rapport à une non-interaction, c'est quand deux personnes dansent sans avoir aucune écoute vis-à-vis des autres. Et lors d'une interaction non réciproque, il y a une personne qui est à l'écoute d'une autre personne, mais l'autre personne n'en est pas forcément consciente. Et ces
connexion, elle pouvait être groupale ou interpersonnelle, c'est-à-dire en dyade, entre deux personnes. Donc sur l'image de droite, c'est un exemple d'interaction interpersonnelle réciproque qui est décrite de façon très détaillée par l'analyse ethnographique. Donc vous voyez, il y a tout un texte qui raconte ce qui s'est passé. C'était une interaction qui a eu lieu entre Ariane et Hubert, qui était un des résidents en CHSLD. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc des données objectives, les analyses vidéographiques, des données sociologiques, et puis le ressenti des personnes qui ont participé qui vont corroborer l'existence de ces interactions. Et dans cet article, ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est l'évolution au cours des séances. Et c'est le graphique que j'ai mis à gauche, et qui montre qu'entre la première et la 7e séance, on est passé de une interaction non réciproque, enfin une ou deux, en fonction de comment on regarde l'échelle, à presque 26, 27 interactions au cours d'un même atelier. Alors, ça peut paraître un peu une évidence au fur et à mesure que les gens se rencontrent et ont l'habitude de travailler ensemble, mais pour rappel, et vous l'avez vu dans la vidéo, c'est quand même des personnes qui, au niveau cognitif, présentent des altérations majeures, et au cours des interviews qui ont été faites avec les participants, il y en a qui ont clairement pu dire qu'en fait, ils ne se rappelaient pas du tout qu'ils avaient déjà travaillé avec ces artistes au cours de séances, et en fait, ils oublient, en tout cas d'un point de vue conscient, ils oublient qu'il y a eu des séances qui ont précédé. Donc, ce qui était intéressant dans cette étude, c'était de pouvoir montrer que finalement, la relation évolue et qu'il y avait quand même une trace qui était laissée chez ces personnes qui participaient régulièrement aux ateliers. Encore une fois, intuitivement, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, mais trouver un protocole de recherche qui permet de le montrer, c'est encore un autre enjeu, et c'était l'enjeu de cette étude-là. Alors après, je vais vous parler, je vous ai dit que Ariane avait créé une pièce qui s'appelle Les Jeux du Crépuscule en lien avec son expérience en CHSLD, et que avant les représentations de son spectacle, elle avait proposé aux spectateurs de venir un peu en avance et de participer à une petite expérience. Et c'est l'expérience que je vais vous décrire ici. L'idée, c'était de proposer à des spectateurs qui allaient être mis en duo, de faire une improvisation menée par un des danseurs de la compagnie et d'enregistrer à 2 moments de l'exploration un certain nombre de données neurophysiologiques. La conductance cutanée en vert sur les graphiques, la température corporelle globale en bleu et la variabilité de la fréquence cardiaque en rouge. Vous êtes maintenant expert vis-à-vis de ces données. Donc je vous ai mis les enregistrements de Grégory et Emmanuel, c'est-à-dire moi-même. Et donc j'ai travaillé en duo avec Grégory, qui est chercheur en mouvement à New York, et on a enregistré toutes ces données pour voir un petit peu ce qui se passait au cours de l'exploration. Alors, cette analyse, elle a été faite par mes yeux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande précision et une analyse automatisée et assistée par des logiciels. Moi, je me suis contenté de repérer des moments où il me semblait qu'il y avait une activation parasympathique importante. Vous avez donc tous compris. Par exemple, entre les 2 barres qui sont sur T1 et manuel, on a une variabilité de la fréquence cardiaque très élevée et une conductance cutanée basse, et c'est la même chose sur les autres espaces que j'ai délimités par des barres. Évidemment, les analyses que Stéphanie et son équipe ont menées sont bien plus précises et complexes que ce que j'ai fait en regardant juste les graphes comme ça. Mais c'est pour introduire la suite. Et la suite, c'est que pendant... je vous expliquerai pas tout, hein, mais et d'ailleurs je ne suis pas sûr que je pourrais tout vous expliquer, mais l'essentiel y sera. Ce qui s'est passé pendant le projet Mouvement de Passage, c'est que Stéphanie a fait le même protocole de recherche, c'est-à-dire qu'elle a équipé les artistes et les résidents avec un système de capteurs, et elle a étudié en fait les interactions en binôme entre un artiste et un résident. Elle a enregistré les mêmes facteurs, donc conductance cutanée, variabilité de la fréquence cardiaque, température corporelle, et elle a mené donc une analyse assistée par ordinateur, et elle a calculé des facteurs. Tout ça se menait aussi avec un enregistrement vidéo, comme sur l'étude précédente. Elle a calculé 2 facteurs, un qui s'appelle Single Session Index et un qui s'appelle Normalized Symbolic Transfer Entropy. Donc vous avez les formules. Ces formules, elles ne sortent pas de nulle part. Stéphanie a été les chercher dans la littérature scientifique. Donc c'est des travaux qui ont été menés en amont et qui ont montré que ces facteurs ont une pertinence dans l'étude des interactions
entre les personnes à partir de ces données neurophysiologiques et notamment de conductance cutanée. Et puis pour le deuxième facteur, il y a cette notion d'asymétrie, c'est-à-dire que ce facteur peut être soit très positif au niveau des chiffres, soit très négatif, et on va voir que ça a un intérêt dans l'analyse des données. Donc, je vais vous faire un petit peu tout le protocole. La première ligne, c'est les mesures de la conductance cutanée au cours du temps pendant un atelier pour 2 personnes, Anne et Erika. Les barres rouges, c'est les moments d'interaction qui ont été identifiés avec la vidéo comme dans l'étude précédente. Ce qui a été calculé par la suite, c'est la ligne suivante, c'est la concordance physiologique, c'est-à-dire le degré de similarité dans l'évolution de ces paramètres neurophysiologiques entre les 2 personnes. Et ensuite, on a nos 2 facteurs qui sont calculés, le SSI et puis le NSTE. Alors, ce qui a été vraiment intéressant, on peut calculer donc ce SSI pendant toute la durée de l'atelier et avoir des valeurs. Quand on fait de la recherche, ce qui nous intéresse, c'est la significativité statistique. Ça veut dire qu'on a plein de valeurs, mais qu'il faut pouvoir prouver que ces valeurs, elles ne sont pas dues juste au hasard. Et là, ce qu'on voit entre les barres rouges, c'est que les 2 moments qui sont identifiés, on a des valeurs du SSI qui sont significatives, ça veut dire qu'elles ne sont pas dues au hasard, ça c'est les analyses statistiques qui nous le disent, et que la vidéo identifie un moment d'interaction et que l'analyse de la conductance cutanée identifie également un moment d'interaction grâce au calcul de ce facteur. Ensuite, on a le NSTE, et avec cette notion d'asymétrie que je décrivais, comme vous voyez, entre les 2 barres rouges, on a un moment où ce facteur est très positif, et puis un moment où ce facteur est plutôt très négatif. Et ça nous renseigne sur la façon dont les informations circulent d'un individu à l'autre, et on va voir que ça se vérifie dans certaines situations plus précises. Alors, là, c'est juste le SSI et le NSTE pour plusieurs dyades. C'est ce qui est présenté dans l'article dont vous aviez la référence, je pense, dans la diapositive précédente. On a 7 moments d'interaction qui sont identifiés, donc ils sont numérotés. Et ce que je vous propose, c'est de s'intéresser plus particulièrement au moment 4 et au moment 5, parce que justement, on a une asymétrie de ce facteur NSTE qui nous renseigne sur ce qui se passe dans l'interaction. Le moment 4, on a le SSI, premier facteur, qui est positif et de façon significative, ça signe une interaction. En revanche, le NSTE a une asymétrie qui est négative et qui montre qu'il y a un flux d'informations depuis le résident, qui est dénommé Y dans l'étude, et l'artiste, c'est-à-dire que c'est le résident qui est leader dans le mouvement et dans l'improvisation qui est en train de se dérouler. Ça, c'est statistique sur la conductance cutanée. Quand ensuite on regarde la vidéo, eh ben, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, sur la vidéo, le résident est en train de pousser la main de l'artiste et de diriger le mouvement qui est en train de se produire. Donc ça veut dire que à partir de l'analyse de la conductance cutanée, on peut, sans regarder la vidéo, savoir d'une part que les 2 personnes étaient en lien à ce moment-là, et qu'en plus, c'était telle personne qui guidait le mouvement et l'improvisation. C'est quand même assez... Enfin, en tout cas, moi, ça me fascine pas mal. Et le moment 5, il est intéressant aussi parce que dans ce moment 5, sur la vidéo, on n'identifie pas qui lead et qui suit au cours de l'improvisation. C'est-à-dire que ce n'est pas visible et l'analyse de la vidéo ne nous permet pas de comprendre ce qui est en train de se passer. L'improvisation a lieu, mais qui suit qui, on ne sait pas. En revanche, sur les analyses de la conductance cutanée, on a donc un SSI positif et significatif et un NSTE qui est positif également. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le flux d'informations va depuis l'artiste vers le résident, chose qu'on ne voit pas sur la vidéo. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au cours des ateliers, cette dyade entre cet artiste et ce résident fonctionnait toujours un peu de la même façon. Et c'était toujours l'artiste qui était plus ou moins leader dans les improvisations. Donc dans un moment où on n'est pas en capacité de savoir qui dirige sur la vidéo, l'analyse de la conductance cutanée nous renseigne sur ce qui était en train de se passer entre les 2 personnes et comment le mouvement s'organisait. Tout ça est très intéressant parce que, effectivement, pour des personnes non communicantes, pour des personnes qui ne sont pas forcément en mesure d'expliquer ce qui se passe pour elles, d'en parler ou même de s'en rappeler, eh bien, et c'est le travail évidemment de Stéphanie et de son laboratoire, on a la possibilité de comprendre ce qui se passe en termes de présence et en termes d'interaction. Donc ça, c'est évidemment un champ d'exploration qui est ouvert, qui est un peu dans ses balbutiements, mais qui a, à mon sens, une importance majeure
avec le vieillissement de la population et des tentatives de prendre soin le mieux possible de toutes ces personnes qui sont en perte d'autonomie et qui ont effectivement des facultés cognitives altérées. Voilà. Je vais donc conclure, puisque je suis arrivé un petit peu au bout de tout ça, avec la présentation de ces travaux et de la recherche qui a été menée sur les projets d'Ariane au Canada. On a compris que l'étude des signaux neurophysiologiques, ça nous renseigne sur l'activité de nos systèmes nerveux autonomes. Vous avez compris un petit peu contingent ortho-parasympathique, équilibre, et cette activité, elle reflète nos états émotionnels. On peut volontairement stimuler l'activité parasympathique et entraîner un rééquilibrage de ces contingents du stress et du contingent de la relaxation et du repos, avec un certain nombre de bénéfices sur la santé, on en a parlé. Et puis la dernière partie de cette conférence, c'était donc d'aborder le fait que l'analyse fine de ces signaux, ça permet de comprendre certains types de connexions interpersonnelles, y compris chez des personnes qui ne sont pas en capacité de parler et d'exprimer ce qu'ils ressentent, et aussi d'étudier des interactions qui se passent dans le mouvement, dans des ateliers de danse, qui sont parfois un peu mystérieuses quand on les observe. On a là un moyen, en tout cas, de comprendre certaines choses basiques à travers l'analyse de ces signaux. Donc ça, c'est pour terminer cette conférence. La pratique de la danse stimule l'activité parasympathique à titre individuel, mais elle est aussi génératrice d'interactions émotionnellement signifiantes, on l'a vu dans ces études, y compris chez des personnes qui n'ont pas forcément accès à la relation par la parole. Voilà. I'm a lonely warrior, trading my guns for a nice girl. I'm light as a feather, since I confessed to my mother. Couldn't go further, wearing the boots of my father. Yes, I can do better, 'cause my name is not Robert, is not Robert. Call me lady, call me mister.